Bonjour, merci de nous préférer sur la télé du 21e siècle, Star 20 ans TV, et bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, chers téléspectateurs, c'est l'émission qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité nationale. Et dans cette émission, nous revenons sur ce décret qui a été pris par le président de la République, c'est lundi 11 novembre 2019, entérinant la proposition de date faite par la Commission électorale nationale CENI il y a quelques jours en convoquant le corps électoral pour la tenue des élections législatives prévues désormais pour le 16 février 2020. Et dans cette émission, nous nous posons beaucoup et assez de questions avec notre invité, car il faut dire que cette date qui engage désormais le compte à rebours est appréciée par diverses manières au sein des QG des partis politiques en Guinée. Pour en parler, nous recevons M. Bahouri. Il est le président de l'Union, j'allais dire, pour la démocratie et le développement en abrégé UDD. Monsieur Ba, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Merci et merci pour votre invitation. Bienvenue dans Starcom. Merci bien. Alors, on va commencer cette émission, Monsieur Ba, par cette première interrogation, parce que vous n'êtes pas quand même un arriviste en termes d'expérience politique. Votre regard sur la gestion d'Alpha Condé après près de 10 ans, mais une gestion quand même qui rime avec des manifestations. Aujourd'hui, le pays est dans une crise autour du projet de changement de la Constitution. C'est vrai, bon, c'est dommage. Le pays a été secoué par différentes manifestations avec des morts et des destructions. Ces manifestations sont le reflet d'une gouvernance politique qui n'a pas été dans une dynamique, à mon sens, de renforcement de la démocratie. Et ce qui fait que chaque décision politique majeure suscite des controverses. Et c'est dommage parce que cela veut dire que l'esprit démocratique, l'esprit d'écoute et l'esprit de concertation et de dialogue n'est pas développé au niveau de l'élite politique de ce pays. Et pour chaque chose, il faut se battre, alors qu'une intelligence collective aurait dû amener les différents acteurs à se retrouver autour d'une table et dire par rapport à tel projet, voilà les avantages, voilà les inconvénients, par rapport à notre intérêt national, quels que soient les bords où nous nous trouvons, privilégions l'intérêt national, éliminons ce qui peut susciter des controverses, des retards dans ce qui peut nous permettre de construire l'unité de ce pays et d'aller dans le sens de l'intérêt du pays général. Malheureusement, la vision politicienne l'emporte sur beaucoup de choses. Alors, parlant de la démarche, il faut dire apaisée, que vous faites la promotion tout à l'heure, notamment dans vos propos, il faut rappeler quand même que vous étiez au sein de l'opposition pluraliste, mais à l'entame des consultations nationales sur l'égide du Premier ministre Dr Kassory Fofana, il y a eu la création d'une nouvelle alliance qu'on a nommée Cercle des acteurs pour la République, dont vous appartenez. Il y a eu beaucoup d'interprétations. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé la création du CAR? Bon, vous savez, moi, je ne suis pas parmi les initiateurs de la création du Cercle des acteurs pour la République. Nous avions eu, suite à la déclaration du président introduisant la nécessité d'une consultation que le Premier ministre allait engager avec les acteurs des forces vives de manière générale. Nous avions répondu favorablement à cette consultation et de manière nette et claire. Par la suite, des partis qui appartenaient à l'opposition républicaine ont émis une analyse similaire à la nôtre. Et
cela les a amenés à être désavoués du côté de l'opposition républicaine et de se dissocier de cette alliance. Et ce qui les a amenés à créer le Cercle des acteurs pour la République. Par la suite, lorsque nous avons vu cette nouvelle réalité, nous avons pensé, puisque c'est des jeunes leaders, nous avons acquis une certaine expérience de par notre présence sur le terrain depuis très longtemps, d'approcher et de se rapprocher de ces jeunes leaders politiques pour leur apporter en partie l'expérience que nous avons accumulée, pour partager cela, pour qu'ils évitent nos erreurs et nos faiblesses du passé et capitaliser sur les acquis. Malheureusement, je constate que malgré certains efforts qui ont été faits, que certains ont été contaminés par cette vision politicienne qui consiste à exclure, à suspendre, à réprimer. Et ça, c'est le mal guinéen depuis très longtemps. Et ils sont trois. Et de la manière la plus antidémocratique, ils ont été désavoués par la majorité des 6 autres partis du CAR. Bon, de toutes les façons, ça n'a pas tellement d'importance. Justement, tout ça, notamment l'information par rapport à votre suspension au sein du CAR, fait suite à votre retour au sein du Front National pour la défense de la Constitution, qui, je rappelle, au départ, vous ne partagiez pas leur démarche en termes de manifestation, mais dites-nous, il y a quand même cette information par rapport à ces manifestations du FNDC, votre participation à une des marches du côté de Dakar, qui a un peu dégénéré entre vous et certains marcheurs. Dites-nous ce qui s'est passé réellement en une minute. Bon, vous savez, par rapport à Dakar, il faut mettre cela dans le contexte. C'est la société civile sénégalaise. Le Yanamar, qui... Au-delà, il y a plusieurs associations qui se sont regroupées. Et dans ce cadre d'une vision commune de la société civile sénégalaise, elle a estimé que son devoir, disons, de coopération et de solidarité internationale l'amène à organiser le 2 novembre dernier une marche pour soutenir la lutte démocratique du peuple guinéen et la lutte démocratique du peuple comorien. Et c'est dans ce cadre que j'ai été à Dakar. Et bien entendu, les associations guinéennes qui sont pour la défense de la Constitution, notamment le FNDC Sénégal, a été un des acteurs prépondérants de la réussite de cette manifestation. Et donc, j'ai été sur 2 kilomètres, nous avons marché à l'unisson avec des milliers de personnes, en compagnie bras dessus, bras dessous avec les représentants du Comore. À la fin de la marche, il y a quelques excités qui ont peut-être été manipulés par d'autres intérêts politiciens qui se sont mis à m'entourer pour tenter de huer Baouri. Mais la police sénégalaise avait mis un cordon de sécurité et en fin de compte, il y a eu plus de peur que de mal. Un d'entre eux qui voulait jeter une pierre a été appréhendé, mais personnellement, je n'ai pas accordé tellement d'importance à ça. Okay. Vous savez, il y a toujours de la bêtise dans tout ce que l'homme fait, et donc il ne faut pas répondre à la bêtise par la bêtise. Ça se voit que vous n'avez pas accordé d'importance là, parce qu'il faut dire que personne ne pouvait imaginer voir Baouri au sein d'une manifestation du FNDC à Conakry, et c'était le cas le 7 novembre dernier. Ça a été quand même l'éclat de cette marche parce que vous avez occupé la une de la presse. Est-ce que ce n'est pas une sorte de récupération politique de votre part? Parce que vous ne partagez pas au départ cette démarche du FNDC, Monsieur le Président. Non. Restituons les choses. Avant le 14 octobre, nous avons estimé, comme le président de la République avait dit qu'il allait se prononcer solennellement et parler au peuple guinéen, nous avons estimé qu'il fallait attendre qu'il se prononce officiellement avant d'engager des manifestations qui risqueraient de coûter cher en termes de vies humaines dans un contexte trouble. Et malheureusement, le 14 octobre, vous savez ce qui s'est passé. Il y a plus d'une dizaine de morts, le 14 octobre et 15 octobre. Par la suite, à la suite de cela, suite à la pression internationale et à la pression interne, le gouvernement a été amené à lâcher du lest par rapport à son refus de libéraliser le droit
à manifester conformément à la Constitution. Et ce qui a permis, disons, une première marche du FNDC le 24 octobre, qui a été vraiment une réussite, des milliers et des milliers de personnes, sans dommages. Malheureusement, il y a eu un petit accident où il y a eu 2 motards qui ont péri. Mais en dehors de cela, la manifestation a été un succès éclatant. Ça, c'était le 24 octobre. Le 31 octobre, la mouvance elle-même, avec certaines de ses associations, les promoteurs des changements constitutionnels, ont répliqué en organisant la leur. Le lundi de 4 novembre, les forces de l'ordre, de la manière la plus absurde et la plus barbare, se sont mis à tirer dans la foule qui allait enterrer les 14 morts. Et tous ces événements se succédant, je suis rentré de Dakar le 4 novembre, c'est en fin d'après-midi que j'ai vu ça. Et donc, dans la dynamique de ma participation à Dakar, pour montrer ouvertement que nous sommes contre le changement constitutionnel, c'est la stabilité et la paix en Guinée qui est menacée, au risque de créer un effet domino qui risque d'embraser la sous-région. Il va de soi, au lendemain du 4 novembre à Conakry, j'ai dit, et avec l'insistance de beaucoup de nos partisans qui sont dans le FNDC, bien entendu, et d'autres personnes, qu'il fallait marcher, et c'est ce que nous avons fait. Et ça, c'est un tournant historique majeur, au-delà de notre petite personne. C'est le tournant majeur de la Guinée, des milliers et des milliers de personnes, de toutes tendances, se marchant ensemble de manière pacifique pour réclamer le respect de la Constitution de la République de Guinée. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et donc, les petites querelles de gauche à droite n'ont pas de mise dans ce tournant historique que la Guinée est en train de vivre. Et dans quelques années, certains, on leur demandera « Où étiez-vous le 7 novembre ?» ou « Où étiez-vous le 14 novembre ?» C'est ce que je souhaite, parce que c'est des dates, c'est des mouvements fondateurs d'une nouvelle culture politique, d'une nouvelle approche citoyenne, et pour la paix et la stabilité de la Guinée. Demain, je souhaite que ça soit encore beaucoup plus massif, beaucoup plus éclatant et beaucoup plus représentatif de la volonté du peuple guinéen. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'était là quelques explications données par M. Bahouri. Je rappelle qu'il est le président du parti L'Union pour la démocratie et le développement, qui donnait des raisons de sa participation à la dernière marche du Front national pour la défense de la Constitution. On va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour prendre désormais l'avis de quelques acteurs politiques, notamment M. Abdoulaye Kourouma, président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le développement, en abrégé RRD, qui va également donner son avis sur la position du Front national pour la défense de la Constitution à poursuivre les manifestations pour faire fléchir le pouvoir d'Alpha Condé dans son projet de changement de la Constitution. On marque une courte pause, on revient juste après. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Des retours sur ce plateau de Starcom, et merci pour votre instance et constance à la télé du 21e siècle. Il faut dire que cette émission est consacrée essentiellement à la date fixée désormais par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue des élections législatives. Mais avant, nous allons voir si c'est possible de côté technique pour rejoindre le terrain à travers cet appel qu'on va lancer, mais qu'on aura dans cette émission M. Abdoulaye Kourouma, président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le développement. Alors, M. Ba, avant de partir sur le terrain, il y a cette question qui revient en termes de rapprochement. On a vu cette photo de vous et du président de l'UFDG, la Cellou Dalein Diallo. Est-ce qu'il y a un parfum de rapprochement entre vous? Est-ce qu'il y a une main tendue qui annonce une certaine, renouveau en termes de liens entre les deux hommes politiques? Je suis le président de l'UDD. Il est le président de l'UFDG. Et nous sommes tous contre le projet de changement constitutionnel. Nous nous sommes retrouvés dans la marche, et personnellement, avec tous les autres leaders, je n'ai pas de, disons,
je ne garde pas de rancune ni de haine. Et donc, c'était une occasion de le manifester publiquement, puisque les circonstances l'ont permis, pour lever la main et le saluer. Mais c'est pour dire, au-delà de tout, dans le contexte actuel, il faut faire abstraction de ces sentiments personnels lorsque l'intérêt du pays est en jeu. Et l'intérêt du pays va au-delà de ce que je peux penser de telle ou de telle autre personne. L'intérêt de mon pays me commande de voir l'avenir, de voir l'unité de ceux et de celles qui veulent que la stabilité constitutionnelle soit assurée. Et comme il est dans la dynamique, il n'y a pas de raison que je ne le salue pas, comme j'ai salué d'autres également. Alors, il faut rappeler quand même que vous n'étiez pas au départ d'accord sur la démarche du Front National pour la défense de la Constitution en termes de pression à travers la rue. Et désormais, le Front semble être engagé dans la dynamique. Quel est votre regard sur la suite? Non, je pense que la situation a évolué. Le paysage politique a évolué. On me fait savoir que nous avons en direct M. Abdoulaye Kourouma, président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. M. Kourouma, bonjour et bienvenue dans Starcom. Bonjour et bonjour à votre invité, mon grand frère Baouri. Alors, M. Kourouma, il y a quand même cette question à laquelle vous ne pouvez pas échapper, c'est cette décision portant sur la suspension de M. Baouri au sein du cercle des acteurs pour la République. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, au fait, je ne suis que le porte-parole du CAR. Avant, à la veille du mouvement de FNDC, le grand frère et moi, nous avons échangé. Il m'a informé que la base de son parti solliciterait qu'il participe à la manifestation. Je lui ai dit que moi, je ne trouvais pas ça avantageux à partir du moment où le CAR s'est désolidarisé des mouvements de FNDC. Donc, mais d'élargir l'information au niveau des autres leaders. Je crois qu'il a dit qu'il allait me revenir. Moi, il ne m'est plus revenu après notre discussion. Il était 22h, heure de Conakry. Entre-temps, son vice-président, président fondateur m'a appelé. Il m'a dit que cette décision ne vient pas de eux, ça vient uniquement de M. Baouri. Ils sont dans la logique de respecter les directives du mouvement CAR. Entre-temps, il a participé à la manifestation auquel chacun mène son combat de sa façon, parce que nous sommes tous opposés à un projet de troisième mandat, mais on s'est officiellement désolidarisé des activités FNDC. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'esprit de s'opposer à un projet de troisième mandat qui ne sortent pas dans la rue au même moment que FNDC. Ils ont leur méthode, leur manière de faire la politique, comme ce qu'on avait consigné au niveau du CAR. Et nous avons notre plateforme politique de communication en communication. Moi, j'étais à l'étranger et ça a été conclu de suspendre M. Baouri dans les activités du CAR pour le moment, afin qu'on se retrouve et que chacun de nous doit respecter les principes. Soit nous sommes avec le CAR ou nous sommes avec FNDC. Oui. Et en tant que porte-parole, j'ai été mandaté de passer le message et j'ai passé le message. On était d'accord déjà parce qu'il est parti à Dakar participer à la manifestation. Vous savez ce que ça a donné. Il vient à Conakry 2 jours après, il y a une manifestation. Alors, il s'inscrit dans ça sans qu'il y ait une réunion préalable, sans qu'il y ait vraiment des explications. Donc, Monsieur Kourouma, oui. Alors, la question désormais, parce que certes qu'on ne peut pas vous obliger à être dans la dynamique du FNDC, mais de votre côté, puisque vous dites que vous ne partagez pas la démarche du FNDC en termes de pression par la manière, quelle est votre stratégie pour faire, puisque vous dites que vous n'êtes pas pour le projet de changement de la Constitution, par quel moyen comptez-vous faire la pression? Je pense que M. Baouri, qui est avec vous, n'est pas un partisan de la violence. Il veut que les choses soient respectées, il veut que le pays, il parle toujours pour la stabilité du pays. Non, je parle du CAR, je parle du CAR. Qu'est-ce que vous faites, vous? Étant un ancien membre du CAR, il connaissait notre stratégie, c'était aussi le lobbying, et que lui-même a toujours sollicité qu'on essaye de mener le lobbying au niveau de l'Union africaine, au niveau de nos partenaires techniques,
Moi, j'étais surpris de voir mon grand frère Baouri quand même dans la rue. Hein. Et Non, maintenant, la question, ce n'est plus lié à M. Baouri. Moi, je voudrais savoir désormais, vous qui êtes du CAR, quelle est votre stratégie en termes de pression pour faire notamment reculer le pouvoir d'Alpha Condé vis-à-vis de ce projet de changement de la Constitution. À part, parce que quand vous dites de violence, la dernière manifestation, elle s'est passée et elle s'est déroulée sans violence. Quelle est la stratégie du CAR, à part les manifestations? Nous sommes en train de mener le lobbying. Vous avez vu Ibn Samba, c'est à Conakry. Oui. Donc, chacun a ses relations, chacun a ses rentrées. Et le CAR aussi, nous avons des gens qui ont beaucoup de relations, sont en train aussi d'impliquer les organisations internationales, africaines et autres, qui sont en train de demander au président de la République d'arrêter. Alors, la dernière question avant de vous quitter, M. Kourouma, je rappelle que vous êtes M. Abdoulaye Kourouma, président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Quelle est votre analyse sur la convocation du corps électoral faite notamment par le président de la République pour la tenue des élections législatives, annoncée pour le 16 février 2020, excusez-moi. Je crois que si la convocation ou le décret du président doit être juste 70 jours ou plus 70 jours, il n'y a pas de problème par rapport au décret. La CENI serait tenue responsable de tout ce qui va arriver, parce qu'il y avait des recommandations faites par le partenaire technique et financier. Est-ce que la CENI respecte ces critères? Aujourd'hui, nous sommes conviés au niveau de CIP, c'est-à-dire comité interpartite qui s'ouvre entre la CENI et les partenaires techniques et les acteurs politiques maintenant. Moi, je pense que le décret du président de la République, c'est le moment du décret qu'il faut analyser, parce que la loi dit 70 jours. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est 70 jours exactement? Si les membres de la CENI, c'est-à-dire les commissaires de la CENI à dynamité, ont fait la proposition de cette date au président de la République, si c'est 70 jours, le décret devrait venir le 8 décembre. Et si ce n'est pas ça le cas, si ça n'affecte pas la conformité du décret, c'est-à-dire le nombre de jours ou la période du décret n'affecte pas la conformité du décret, moi je pense qu'il n'y a pas de problème en soi. Le problème aujourd'hui, les responsables de tout ce qui va arriver, c'est la CENI. Alors, la dernière question, Monsieur Kourouma, c'est un peu par rapport à cette décision de la suspension de M. Ba au syndicat. Est-ce qu'elle est définitive ou bien il y a une possibilité d'ouverture pour le retour du président de l'Union pour la démocratie et le développement? Mon souhait le plus ardent, c'est d'être avec mon grand frère Baouri dans les mêmes plateformes politiques, mais tout en ayant les mêmes informations et les mêmes combats politiques. Donc aujourd'hui, moi je suis arrivé à Conakry hier et je vais appeler mon grand frère Baouri, je vais venir lui voir. Et nous voulons vraiment être ensemble dans ce sens, mais je voudrais que nos combats soient harmonisés. C'est mon souhait et c'est quelqu'un qu'on apprend avec lui, mais j'étais surpris de voir quand même mon grand frère Baouri dans la rue la dernière fois. Et je pensais qu'on avait d'autres façons, d'autres manières de mener le combat. Et il va m'expliquer personnellement, parce que c'est mon grand frère, je vais venir lui voir comment cela est arrivé. Merci, Monsieur Abdoulaye. Avec lui, il n'est pas prêt pour qu'il y ait de la violence dans le pays. Merci, Monsieur Abdoulaye Kourouma. Je rappelle que vous êtes président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Et c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Alors, Monsieur Ba, vous l'avez entendu quand même que malgré cette décision par rapport à la suspension entre griffes, la porte reste quand même largement ouverte pour vous. Quelle est votre réponse par rapport à cette main tendue? Non, il n'y a aucun problème de toutes les façons. Des erreurs sont possibles, mais ce qui est le plus important, c'est d'aller dans le sens de l'intérêt du pays. Bon, et je pense que lorsqu'on a, comment on appelle ça, des gens qui ont traversé plusieurs décennies de lutte politique dans ce pays, qui ont frôlé la mort plusieurs fois, il faut, lorsqu'on ne sait pas, il faut poser les questions et être à l'écoute au lieu de prendre des décisions hâtives qui risquent d'être plus ou moins incomprises et dommageables.
Mais le reste, je ne fais pas de commentaires en dehors de ça. Je suis disposé à travailler avec tous ceux et toutes celles qui veulent travailler avec l'UDD pour élargir les bases politiques, pour changer de paradigme dans ce pays, parce que les gens ont un comportement qui n'est pas un comportement très souvent qui va dans le sens de l'esprit de concertation, de l'esprit d'écoute, de l'esprit de privilégier une certaine dynamique empathique. Et c'est ça qui fait que très souvent, le débat politique dans ce pays est violent et heurté, et il faut que cela change. Et pour changer, il faut commencer par changer soi-même. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que M. Bahouri reste favorable à un éventuel retour, il faut dire quand même au sein. Non, d'ailleurs, pour être beaucoup plus précis, la majorité des partis du CAR se sont désolidarisés de cette décision et nous ont demandé de ne rien faire. Ils vont se trouver les voies et moyens de classer cette parenthèse comme un mauvais souvenir pour aller de l'avant. Et comme vous l'avez compris, chers téléspectateurs, vous l'avez compris que cette crise au sein du CAR n'est qu'éphémère parce que apparemment les partis restent toujours encore liés par des liens de considération fraternels. On va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour parler désormais de l'aspect politique en parlant des élections législatives annoncées désormais pour le 16 février 2020. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Merci, chers téléspectateurs, pour votre constance et fidélité à la télé du 21e siècle. Comme annoncé à l'entame dans cette émission Starcom, le président de la République a entériné dans un décret la proposition faite par la Commission électorale nationale indépendante CENI il y a quelques jours en convoquant le corps électoral pour la tenue des élections législatives prévues désormais pour le 16 février 2020. Cette date, il faut le dire, qui engage désormais un compte à rebours pour notamment un autre rendez-vous électoral majeur dans notre pays est diversement apprécié au sein des QG politiques et vous l'avez compris à travers notamment cette première partie de cette émission. Alors on va voir l'avis de notre invité plateau, M. Bahouri, président de l'Union pour la démocratie et le développement, en abrégé UDD. M. Ba, ce décret du président, il faut dire quand même que ça reste diversement apprécié au sein de la classe politique guinéenne. Vous également, en tant que président de l'UDD, quelle est votre observation ou regard sur ce décret pris par le président de la République convoquant le corps électoral pour les élections législatives qui est annoncé pour le 16 février 2010? Le décret, a priori, ne pose pas de problème, puisque le décret est consécutif à une annonce de la CENI pour fixer la date de l'organisation des élections législatives pour le 16 février. Et conséquemment, le président de la République entérine en actant cette décision par le décret. Donc, a priori, sur le plan administratif et sur le plan du respect des procédures, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une date qui a été annoncée dans un premier temps, le 28 décembre. L'OIF est intervenu pour indiquer que cette date n'est pas tenable pour des raisons qu'ils ont dû exprimer à la CENI. Ce qui est souhaitable, puisque la CENI a pris la responsabilité par elle-même de proposer la date du 16 février, on considère constitutionnellement elle est indépendante, elle a la responsabilité d'organiser les élections dans ce pays, donc elle a engagé totalement sa responsabilité pour fixer la date. Et donc, on croit qu'a priori, ils ont dû faire le travail nécessaire pour que les élections soient crédibles, transparentes. C'est ce qui est souhaitable. Oui. Maintenant, nous avons besoin d'une assemblée. Nous avons un an de retard par rapport à une assemblée dûment légitime dans le cadre de son mandat. Et donc, pour la rentrée du mois d'avril 2020, il est souhaitable, pour ne pas créer un vide institutionnel, que la Guinée puisse avoir un parlement dûment constitué. Et c'est pour cela, d'ores et déjà, quels que soient les handicaps que nous avons en tant que jeune parti, qui doit se construire, qui doit installer ses implantations un peu partout, l'intérêt de notre pays
recommande à ce que nous fassions preuve de responsabilité pour ne pas accumuler des problèmes au risque de plonger notre pays dans une forme d'ingouvernabilité. C'était la position de M. Bahouri sur la convocation du corps électoral faite par le président de la République dans un décret. Mais il faut dire que l'actualité guinéenne reste dominée notamment par cette démission de Mme Hawa Dramé au sein du groupe national de contact, un groupe quand même qui avait pour rôle d'un peu servir de médiateur en termes de gestion des crises et pourquoi pas de réouverture du dialogue pour éviter les crises. Mais il y a une membre de ce groupe qui a démissionné et qui a même claqué la porte, il faut le dire ainsi. On va suivre cet élément consacré à cette démission au sein du groupe national des contacts fait par la rédaction de Star 21 TV. Et on revient juste après avec désormais un deuxième appel qu'on va faire dans cette émission avec monsieur l'honorable Seikou Yaya Bari, secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines UFR, qui va également s'exprimer sur cette actualité en ce qui concerne la convocation du corps électoral. On suit ça, on revient juste après. Hawa Dramé, c'est son nom, membre du groupe national de contact. Elle vient de quitter ce navire mis en place en février 2019 par le président Alpha Condé pour la facilitation du dialogue politique interguinéen. Se sortir du carcan dans lequel il pensait être enfermé, avoir la liberté de penser et la liberté de dire, de dénoncer s'il faut dénoncer, et c'est seulement après cela qu'on peut aller vers les gens et parler de paix. Donc c'est une mission très compliquée, mais qu'il faut mener avec beaucoup de courage. Il faut avoir le courage d'appeler un chat et de dénoncer les violences d'État auxquelles aujourd'hui la population est confrontée. Hawa Dramé, qui a servi dans plusieurs organisations nationales, accuse certains membres du groupe national de contact d'avoir un manque de courage et la mauvaise foi dans la résolution de certains dossiers liés à la vie de la nation. Selon elle, le groupe national de contact a dévié sa trajectoire, celle d'une institution honnête et impartiale. Quand dans un pays, toutes les réponses aux revendications sont des réponses violentes, quand dans un pays il y a des violences d'État et qu'on ne dénonce pas ou qu'on dénonce très peu, il est difficile pour ceux qui se sentent victimes d'avoir confiance. Cette démission met en lumière la cacophonie qui règne actuellement dans le fonctionnement des institutions en Guinée. De nombreux observateurs saluent le courage de Hawa Dramé qui dénonce le manque d'indépendance du groupe national de contact. La crise semble prendre une autre tournure avec cette démission au sein du groupe national des contacts. Monsieur Ba, votre avis sur cette démission en une minute? Rapidement, je crois que je connais la personnalité de Mme Hawa Dramé, qui est la fille de l'ancien ministre M. Alioune Dramé, qui a été condamné à la mort au Cambaro. Donc il y a des questions relevant de la nécessité du respect des droits de l'homme, du respect d'une certaine éthique en politique dont elle est porteuse de par son histoire tragique. Et donc je comprends son attitude et je pense que c'est des positions de personnes engagées qui des fois appellent et interpellent les autres à faire preuve de responsabilité lorsque la sécurité nationale, les droits de l'homme et, disons, la paix civile s'avèrent menacés. Chers téléspectateurs, on va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission avec notre invité à distance qui va intervenir par téléphone, M. Seikou Yaya Bari. Je rappelle qu'il est secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines UFR de Sidia Touré. On marque une courte pause, on revient juste après dans cette émission pour poursuivre ce numéro de Starcom. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain.
De retour sur ce plateau avec notre invité, M. Bahouri, président de l'Union pour la démocratie et le développement. Monsieur Ba, avant de partir sur le terrain, il y a cette actualité également qu'on ne peut pas passer sans en parler. Il faut le dire que le président de la République en a procédé récemment un menu remaniement avec le retour en fanfare du ministre Albert Damantan Camara. Quel est votre regard sur ce retour du ministre Damantan? Je considère que ce n'est pas le retour d'un ancien ministre qui était déjà ministre conseiller à la présidence. Il est bon de le rappeler, donc il n'a pas quitté le gouvernement, il était toujours dans l'aéropage des équipes présidentielles. C'est le limogeage du ministre de la Sécurité et du ministre de la Santé. C'est ça qui est le plus important. Alors, si vous permettez, nous avons en ligne l'honorable Sekou Yaya Bari. L'honorable, bienvenue dans cette émission Starcom et bonjour. Oui, bonjour. Alors, honorable, la première question, il faut le dire quand même que l'actualité reste dominée par la convocation faite par le président de la République du corps électoral en ce qui concerne les élections législatives qui est prévue désormais pour le 16 février 2020. Vous, du côté de l'affaire, comment est-ce que vous avez appris cette information? Écoutez, nous souhaitons, comme tout bon Guinéen, à renouveler les députés, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Mais nous pensons qu'il faut suivre les règles et les principes qui concernent les élections en République de Guinée. Pour un début, je tire deux choses. La première, c'est que le président de la République ne prend un décret de ce genre que quand nous avons constitué le corps électoral. Comme vous le savez, il y a le corps électoral inscrit, il y a le corps électoral potentiel. Le corps électoral potentiel, c'est tous ceux qui peuvent être dans le processus censé voter. Mais le corps électoral inscrit, c'est ceux qui se sont donné le temps de se faire inscrire. Et une fois qu'il a ça, qu'il peut convoquer le corps électoral. Malheureusement, la loi est claire. On dit 70 jours avant le scrutin. Ils n'ont pas dit au moins 70 jours. Ils n'ont pas dit plus 70 jours. Ils ont dit 70 jours. Donc, ça veut dire que le président de la République a violé la loi pour présenter cela. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il n'a pas le corps électoral. On n'en a pas. Parce que c'est à partir du 21 que nous allons commencer à faire la révision de la liste électorale. Vous n'êtes pas sans savoir, nous avons fait près de 4 années sans réviser notre fichier électoral. Donc il y a plein de personnes qui ont 28 ans, 18 ans, qui ne sont pas inscrits. Et il y en a plein de personnes aussi qui sont décédées, qui étaient dans le fichier électoral. Alors sur quel fichier il peut convoquer le corps électoral? Ça, j'ai dit qu'il a fauté, il a violé la loi, et ça, c'est pas normal. C'est ce que je retiens. Alors, il y a également la question, parce que quand vous parlez ainsi, c'est qu'on a l'impression que la commission électorale est tout sauf indépendante. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Est-ce que vous voulez faire le lien entre l'indépendance de la CENI et une certaine soumission à l'exécutif? À ce niveau-là, je n'en doute pas, parce qu'il a voulu se soumettre au dictat du président pour le 28 décembre. Il a fallu que la francophonie vienne le sauver du naufrage qu'il voulait nous mettre, le naufrage dans lequel il voulait nous mettre. Le problème, que la CENI donne des dates techniques. Ils ont supposé que les 25 jours suffisent pour la révision du fichier électoral. Parce qu'ils estiment que c'est une révision exceptionnelle. Cela dit, on ne peut pas être comme cela. Mais le président de la République, lui, le garant des institutions, lui, le garant d'une bonne élection à la République de Guinée, devait attendre pour savoir est-ce que les 25 jours suffisent. Parce que la CENI a la possibilité de faire des rallonges. Faire des rallonges pour continuer à recenser des gens. Vous connaissez la Guinée. J'ai parlé d'une partie de 4 ans durant on n'a pas fait de révision.
De l'autre côté, la cartographie électorale. C'est un problème aujourd'hui pour atteindre un certain nombre d'électeurs qui sont dans des lieux très enclavés en République de Guinée. Donc cela dit, la CENI a la possibilité de dire, techniquement, le 16 février on peut aller, mais on peut encore aller vers le 25 février ou le 30 février. Et le président a pris un décret bloquant tout ce système-là à partir du 16 février. Voilà le problème dans lequel nous nous retrouvons. Et vous l'avez compris, ces téléspectateurs, que l'opposition, à l'image de l'UFR, reste un peu plus perplexe et semble avoir quelques griefs par rapport à la convocation du corps électoral faite par le président de la République, le professeur Alpha Condé. On va marquer une courte pause avant de revenir pour parler de cette deuxième actualité qui a agité les esprits cette semaine. C'est ce remaniement au sein du gouvernement de Dr Kassory Fofana, avec le retour en fanfare de l'ancien ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Albert Damantan Camara, désormais qui est ministre de la Sécurité et de la Protection nationale. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Et comme je le disais, chers téléspectateurs, avant d'aller à la pause, ça a été l'information majeure du début de la semaine, à travers notamment ce décret du président de la République qui a en quelque sorte procédé à un remaniement au sein du gouvernement Dr Kassory Fofana. Mais avant d'aller sur l'appréciation de notre invité à la personne de M. Baouri, on va suivre cet élément de reportage qui est consacré à ces décrets du président de la République. On suit ça, on revient juste après. La nomination du ministre de la Sécurité ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion. Si d'aucuns pensent que le président Alpha Condé recycle ses ministres, d'autres déclarent qu'ils n'attendent rien de Albert Damantan Camara à la tête du ministère de la Sécurité. Pour nommer quelqu'un, d'abord il faut connaître son travail. C'est que là où il a passé, c'est s'il a bien travaillé là-bas, ils sont mal gérés leur place et on augmente leur place en Wolof. Ça, c'est pas bon. La nomination de Damantan, mais vraiment je ne m'attends rien dans la sécurité, surtout la commune de Ratoma. Parce que sur la commune de Ratoma, c'est là-bas où on fait des tueries. Et c'est des tueries ciblées. Donc vraiment, nous en tout cas, on ne s'attend rien avec Damantan. Certains citoyens se disent plutôt désemparés par la montée de l'insécurité en Guinée. Rectifier le tir, c'est tout le défi lancé au nouveau patron de la sécurité et de la protection civile. Damantan, avec la sécurité, nous attendons voir ce qu'il pourra faire. Chaque nuit, nous entendons à travers le pays des attaques à main armée. Et on tue des gens un peu partout. Chaque nuit ou bien chaque matin, vous aurez ce qu'on appelle un cas de tuerie dans la capitale. Mais pour cela, nous avons besoin de la sécurité pour que nous aussi, nous aurons notre image dans les pays, dans d'autres pays. La nomination de l'ancien ministre de l'enseignement technique au département de la sécurité intervient après plusieurs bavures policières ayant entraîné plusieurs morts lors des dernières mobilisations du FNDC. Par ailleurs, colonel Rémi Lama revient à la tête du ministère de la Santé, un département qu'il avait occupé sous la période d'Ebola. C'était l'avis des citoyens sur ce retour de l'ancien ministre de l'enseignement professionnel qui est désormais ministre de la Sécurité et de la Protection nationale, M. Albert Damantan Camara. Alors, M. Ba, il faut dire que quand même que cette nomination de M. Damantan revient dans un contexte un peu plus tendu parce que c'est suite notamment à ces morts qui ont été enregistrés lors de l'inhumation des 11 jeunes tués lors des manifestations. Comment est-ce que vous voyez le retour ou la nomination de Damantan à la tête du ministère de la Sécurité? Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que leader politique? Bon, d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les limogeages de l'ancien ministre de la Sécurité, M. Keira, et de M. Lama, ministre de la Santé, suite à leur gestion des manifestations un peu rapidement parce qu'on est des assez 14 et 15 octobre. Oui. Donc, c'est une sanction qui a été décernée à ces ministres et leur responsabilité a été engagée. Qu'est-ce que vous attendez Monsieur de Damantan? Damantan, bon, a l'air
plus ouvert, plus intelligent. J'espère qu'il fera preuve de sagesse et d'intelligence dans ses nouvelles responsabilités comme ministre de la Sécurité. Ouais. Alors, un mot, si vous avez un message à vos militants qui vous suivent, au peuple de Guinée, par rapport à tout ce qui se passe en 30 secondes. L'essentiel à l'heure actuelle, il faut que le peuple se mobilise pour montrer sa désapprobation de ce projet de changement constitutionnel. Et je dis, il faut se mobiliser de manière pacifique pour montrer au président de la République qu'il faut renoncer. Et comme il a dit, merci. Il fera ce que le peuple veut. C'est par ce message de M. Bahouri, président de l'Union pour la démocratie et le développement, que nous clôturons cette émission. Il ne me reste qu'à vous dire merci, chers téléspectateurs, et de rester connectés à la télé du 21e siècle. Et à bientôt pour un autre numéro de Starcom.